Donc, nous accueillons aujourd'hui Aurélia Trébi, qui est originaire de Ploërmel. Elle est diplômée en sociologie et elle s'est orientée par la suite dans un master en mesures quantitatives et économétrie. Elle a créé Trébi Analytics pour aider les entreprises dans leur stratégie grâce aux analyses de données. Et nous accueillerons également Sébastien Burel, qui est basé à Rennes. Depuis plus de 25 ans, Sébastien a créé et développé des applications. En 2015, il a créé notamment Frigo Magique, une application qui combat le gaspillage alimentaire en permettant de trouver vos recettes en fonction des aliments restant dans votre frigo. Donc, bienvenue à tous les deux et puis je vais vous laisser la parole. Euh, alors, je vais me présenter un petit peu plus, si c'est possible, Véronique. Donc, bon, je suis Sébastien Burel, donc je suis, comment dire, ingénieur de formation, euh, euh, plutôt, comment dire, dans la partie logicielle. Donc, effectivement, ça fait 25 ans que je traîne mes savates dans le développement. Donc, évidemment, j'étais là avant Internet, hein. Puis Internet, j'ai fait des sites web large audience, et puis aujourd'hui, des applications mobiles. Euh, alors, comment ça s'est passé? C'est vrai que depuis 2015, donc, on a créé Frigo Magique, mais je suis, juste pour résumer, je suis quand même assez intéressé par la data. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai suivi pas mal de fois les meet-ups du Brest Data Club. Et depuis, comment dire, un peu trop peu, d'ailleurs, j'aurais dû adhérer beaucoup plus tôt. Je suis adhérent du club. Et c'est dans ce cadre-là, lors d'un café entreprendre, qu'on s'est rencontré avec Aurélia. On s'est rencontrés, on a échangé et puis on s'est dit, tiens, pourquoi on n'essaierait pas quelque chose sur Frigo Magique pour essayer d'aller plus loin. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter Frigo Magique. Donc Frigo Magique, c'est une application mobile qui vous permet, comme disait Véronique, de cuisiner. En fait, on est parti d'un constat, si on peut passer au slide suivant, Aurélia. Je ne peux pas prendre la main, je crois pas, hein. C'est bon. Ouais, ok. On est parti d'un constat, c'est qu'en fait, 40% du gaspillage alimentaire, mais vous le savez peut-être tous, on le rabâche beaucoup, est lié au moment où les gens achètent les produits. Donc, ils achètent souvent parce qu'il y a des bonnes études marketing, des bons packaging, des jolies publicités à la télévision. En fait, ils les ramènent chez eux et quelquefois, on est tous pareils, on laisse partir comment dire, les dates de consommation et on les, comment dire, et on a tendance à jeter les ingrédients. Donc, si on va plus loin, juste le petit slide d'après, je ne sais pas si je peux passer. Non, voilà. Et donc, en fait, au total, ça fait dire que 60 kilos d'aliments sont jetés chaque année par les Français. Alors, évidemment, le gaspillage, ça peut être un gaspillage qui peut être juste un problème économique. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on gaspille, on perd de l'argent, ça c'est évident. C'est un gaspillage aussi qui est assez fort puisque l'agroalimentaire va faire des développements de produits sur des produits qui ne vont pas être utilisés, donc c'est un gaspillage aussi côté agroalimentaire. Et puis ça peut être aussi un gaspillage tout simplement pour la planète, hein, parce que en fait ça a été produit, ça a été transformé, ça subit du transport et comment dire, on est dans une idée où il y a un impact carbone qui est non significatif, qui est plutôt significatif quand on gaspille, même si il y a eu des abus dans la chaîne, il vaut mieux, comment dire, consommer le produit que de le jeter avec tout ce qu'il y a eu auparavant. Donc l'idée est venue il y a 5 ans, si on peut passer au slide suivant, de lancer Frigo Magique. Donc Frigo Magique, c'est une application qui va vous permettre de composer des recettes du quotidien. Hein, c'est pas des recettes pour recevoir la famille le dimanche, mais des recettes du quotidien, donc du dimanche soir au jeudi soir ou au vendredi soir, à partir de ce que vous avez déjà dans les frigos et placards. Donc en fait, vous indiquez une première fois ce que vous avez dans vos frigos. Donc c'était jusqu'à présent déclaratif, hein. C'est-à-dire que vous indiquez ce que vous aviez toujours, parfois ou jamais. Et puis, nous, on vous propose des recettes à partir de ce que vous avez toujours. Donc par exemple, si vous avez toujours, comment dire, une boîte de sardines, une boîte de thon, vous ne savez pas quoi faire un dimanche soir ou toujours des œufs, eh bien, si vous choisissez un ingrédient, on va vous trouver des recettes à partir de ce que vous avez toujours. Et vous avez une deuxième chance, c'est-à-dire que vous pouvez remplacer certains ingrédients que vous avez parfois. C'est-à-dire parfois j'ai des brocolis. Et finalement, mon omelette, je peux peut-être la faire avec des brocolis à l'intérieur. Alors moi, je ne suis pas cuisinier. Je suis, euh, développeur. Donc, je vais peut-être raconter des bêtises d'un point de vue cuisine. D'un point de vue développement et data, ça va être un peu moins vrai. Mais d'un point de vue cuisine, je peux raconter des bêtises. Donc,
6 ans plus tard, 6 ans plus tard maintenant, hein, Frigo Magique, donc c'est un vrai succès hein, auprès du grand public, puisqu'on a un peu plus de 2 millions 100 000 foyers qui sont passés, qui ont déjà téléchargé l'application. L'application a été construite avec un objectif de pouvoir analyser de la donnée. Donc en fait, c'est vraiment une application qui collecte. Hein. J'aime dire que ça m'amuse quelquefois quand on me demande ce que je fais. Je dis je suis producteur en fait. Alors tu me dis producteur de cinéma. Non, je suis producteur de données en fait. Je produis énormément de données depuis le début. Et en fait, on continue tous les jours. Alors, c'est principalement en France, en fait, hein, les 2 millions 100 000, mais on va dire à 87%, c'est en France, mais c'est aussi utilisé dans les pays francophones, puis anglo-saxons, puisque, en fait, on a lancé il y a 3 ans une version anglaise des recettes, et on est utilisé depuis, finalement, partout dans le monde. Sur 30 jours glissants, on arrive à allumer à peu près tous les États. On a encore un petit peu de mal sur l'Afrique de l'Est, là où c'est pas très connecté, mais et puis aussi Asie centrale où c'est pas toujours très bon. Mais globalement, on est lancé, utilisé partout dans le monde sur 30 jours glissants. Alors, si on peut aller un petit peu après. Donc, en fait, là, c'est quelques écrans. Juste avant, c'est quelques écrans. Donc, c'est des écrans qui vous montrent, en fait. Hein. Donc, les gens téléchargent. Ils peuvent indiquer donc, il y a un profil. Hein. Donc, ils indiquent leur régime alimentaire. Ils indiquent leur sexe, le nombre de personnes qui posent le foyer, mais aussi des informations comme comment dire, ce qu'ils ont comme équipement, hein, c'est-à-dire que peut être aussi, on sait aussi ce qu'ils ont comme s'ils ont un micro-ondes, pas micro-ondes, ça peut être assez intéressant aussi de savoir. On a une idée de leur de leur préférence alimentaire, de leur préférence de comment est constituée la famille, etc., etc. Donc là, on a quelques écrans, on voit une recette, là, le gratin de poisson aux légumes. Donc c'est là que je vous dis, on avait par exemple une recette à base de rillettes de thon, mais qui est proposée avec des blettes, mais vous pouvez changer par du brocoli ou par du choucal, par exemple dans ce cas-là. C'est assez intéressant parce qu'évidemment, ça fait des recettes qui sont construites à la volée. Alors, donc c'est vraiment une base de données de recettes avec un moteur qui régénère les recettes à la volée dans le téléphone. Malgré tout, elles sont toutes conçues par un chef, c'est-à-dire qu'elles sont bonnes, en fait. Le chef sait qu'il va pouvoir remplacer les brocolis par les blettes dans ce cas-là, parce qu'il va amener peut-être la même chose en termes végétal, mais il peut aussi décider de remplacer la crème fraîche par du fromage blanc, etc. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a 550 ingrédients dans Frigo Magique de base, à peu près 2850 recettes et environ 21 millions de combinaisons. C'est la combinatoire qui est énorme en fait. Comme c'est une base de données qui génère la recette, donc on a des calculs qui sont un peu plus qui sont possibles, c'est-à-dire qu'on calcule le Nutri-Score de la recette. C'est-à-dire que si vous changez un ingrédient par un autre, vous allez voir directement l'impact. Et donc c'est un petit peu l'idée aussi de Frigo Magique, c'est que on peut amener des choses en disant vous pouvez éviter le gaspillage, mais vous pouvez aussi améliorer votre nutrition. En disant finalement la crème fraîche, si vous la remplacez par du fromage blanc ou par même un yaourt à base de soja, vous allez voir tout de suite l'impact sur le Nutri-Score et comme ça vous allez pouvoir améliorer vos recettes. De la même manière, on a mis en place, fait partie du collectif, il y a pile un an, un éco-score, c'est-à-dire que chaque ingrédient a un éco-score. Donc c'est basé sur les travaux de l'ADEME, auquel on a, donc pour ceux qui connaissent, c'est une base de données qui s'appelle Agribalise et qui donne un score environnemental basé sur l'analyse du cycle de vie des produits. Donc c'est assez complexe, hein, c'est toute la chaîne, hein, en fait, le produit, qu'est-ce qu'on amène, comment est-ce qu'on laboure, est-ce que c'est industriel, pas industriel, est-ce que c'est du bio, etc. Jusqu'à la récolte, puis la transformation et le transport. Donc l'idée, évidemment, l'application elle est gratuite. Ça c'était important, c'était nécessaire, je pense. Aujourd'hui, c'est très compliqué, même si ça change un petit peu. Et pour en vivre, il fallait absolument qu'on essaye de vendre cette donnée, en tout cas qu'on essaye de, en tout cas qu'on monétise cette idée. Et donc on a
on a fait toute cette partie data, donc on s'adresse à l'agroalimentaire en fait. Donc si on peut passer sur le slide, et on a un projet de suivant. On a un projet en fait où on va leur permettre de pouvoir. Alors ça c'est un projet, c'est un projet qui est soutenu par la région, par la métropole, qui va nous permettre d'avoir une plateforme SaaS à destination agroalimentaire qui puisse voir leurs produits, comment ils sont consommés, par qui, à quel moment dans la semaine, avec quels produits c'est associé, etc., etc. Alors, pour être plus précis, on a introduit récemment l'ajout des produits. En tout cas, on peut trouver des recettes non plus de façon déclarative en disant tiens, j'ai une boîte de thon, mais en scannant directement le code barre de la boîte de thon. Donc, on a eu toute une phase assez complexe où on a fait appel à du machine learning d'ailleurs pour pouvoir associer un code barre et donc un produit du commerce à un produit Frigo Magique. Puisque vous imaginez bien que des boîtes de thon, il y a quand même pas mal. Encore une boîte de thon, c'est peut-être relativement facile à détecter, mais il fallait que sur le code barre, on trouve le produit, la famille du produit, de façon à pouvoir l'associer au thon en boîte dans Frigo Magique. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a une base de données qui a à peu près 1 600 000 produits et qu'on fait matcher vers les 550 produits de Frigo Magique. Avec évidemment des moments où ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, il y a un apprentissage puisque l'utilisateur on lui demande de corriger le produit et on a un apprentissage et on a une base de données derrière qui collecte tout ça. Alors, en fait, vous me direz, tout va bien, quoi. 2 100 000 utilisateurs, on a des étoiles partout, tout le monde est content, on est gentil, on sauve la planète. On avait vraiment la sensation de connaître plutôt assez bien nos utilisateurs. Encore aujourd'hui, 550 articles de presse. Encore aujourd'hui, on est passé sur France 2 au journal, donc on a réussi à recruter 7 000 nouveaux utilisateurs aujourd'hui, et ça va. Et en fait, quand on s'est rencontré avec Aurélia, moi je lui dis, écoute, mes utilisateurs, je les connais assez bien. En fait, j'ai un médian qui est à 34-36 ans, c'est plutôt une femme. Alors, je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante. C'est plutôt une jeune femme, alors j'ai 34 ans, elle est en couple, elle a 2 enfants, elle est urbaine, elle vit même en région parisienne, en tout cas dans les grandes zones. Elle est plutôt plus végétale que la moyenne, en tout cas c'est ce que je racontais à tout le monde. Et on s'est dit, en fait, c'est quand même, si on veut aller plus loin, il faut que je sois un peu plus précis, parce que même si je suis, une application qui est là depuis 6 ans, qui collecte de la donnée, au final, on faisait moi je ne suis pas ingénieur data, on est une toute petite structure, et on faisait des statistiques qui étaient relativement basiques. C'est-à-dire que on faisait des moyennes et des écarts types, c'est à peu près tout. Et du coup, comme j'avais quand même la sensation qu'il fallait aller plus loin, ces données, depuis quelques mois, je travaille à ce qu'on appelle pompeusement chez nous, alors pas un data lake, mais un data warehouse. Le data lake, on l'a, ça c'est sûr. C'est un peu un grand fourre-tout. Pour donner une idée, on a passé l'année dernière le milliard de lignes de données collectées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une idée assez précise de quand les gens utilisent l'application, de ce qu'ils ont dans leur frigo, de qui ils sont, de ce qu'ils ont échangé comme ingrédients plutôt que d'autres, ce qu'ils ont fait comme recette, etc., etc. Et au final, on n'en retire pas énormément plus de choses que ce que je vous dis sur ce slide-là. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé avec Aurélia de faire une petite analyse un peu plus profonde avec quelqu'un qui sait faire et qui a les qualités techniques pour pouvoir aller plus loin. Et je pense qu'Aurélia, là, je vais te passer la main si je me trompe pas. Voilà. D'accord, merci. Donc, du coup, effectivement, on a fait des analyses pour comprendre le comportement des utilisateurs, non seulement comprendre qui ils sont, mais comment ils se comportent sur l'application. Donc, je vais commencer. On a commencé par analyser les performances de Frigo Magique et on a vu qu'effectivement, depuis son apparition en 2015, le nombre d'utilisateurs a beaucoup augmenté, sauf depuis le Covid où ça commence à se réduire effectivement. Malgré tout, c'est quand même plus de 21 millions d'utilisation, et plus de 2 millions de recettes faites. Donc voilà. Pour les utilisateurs, effectivement, c'est principalement des femmes.
qui ont entre 30 et 50 ans. Donc, effectivement, la moyenne est à 36 ans. Elles ont pour la majorité un couple, voire des enfants, et sont pour la grande majorité omnivores. Effectivement, il n'y a pas de région significativement représentée parce que le Nord-Est, bien qu'il soit plus nombreux à utiliser l'application, c'est principalement dû au nombre justement d'habitants dans ces régions-là, comme Paris. Et la plateforme qui est le plus utilisée pour accéder à Frigo Magique, c'est Android. Donc, on a décidé d'étudier un échantillon en cas complet sur la dernière année. Pourquoi la dernière année? Parce qu'en fait, Frigo Magique, ça a beaucoup évolué tout au long de sa création. Et aussi, les données sont collectées de façon différente. Donc, on a essayé d'étudier la dernière année entre novembre 2020 et novembre 2021. Donc cet échantillon en cas complet, il regroupe plus de 10 000 utilisateurs. On voit au niveau de la comparatif entre l'échantillon et la totalité de la base de données, donc il y a une légère sous-représentation des hommes. Bien qu'elle soit légèrement similaire, effectivement, il y a une légère surreprésentation des 41-50 ans et des familles avec un ou deux personnes. Il y a également une légère surreprésentation des omnivores et des personnes utilisant Apple. Donc, pour les comportements des utilisateurs, on peut voir que la rétention, en fait, les personnes entendent, 51% pour être exact, utilisent l'application pendant moins d'un mois. Et ensuite, ça continue de décroître un petit peu et on a 17% qui continuent de l'utiliser après 6 mois. Donc, on a voulu aussi comprendre leurs préférences d'utilisation. La majorité l'utilise le soir et à peu près la moitié utilise plus fréquemment les recettes, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent au moins une fois sur deux sur leur connexion. Donc, nos questions, nos hypothèses, c'était est-ce que ces caractéristiques des utilisateurs impactent la rétention, le nombre d'utilisations, donc la fréquence de connexion, et la fréquence des recettes. Donc, tout d'abord, la rétention, on a étudié. On a pu voir que l'âge, le genre, le régime et la plateforme impactent significativement la rétention. Donc, tout d'abord, on peut voir qu'effectivement, si on a beaucoup plus de personnes qui s'inscrivent entre 40 et 50 ans, par exemple, ceux qui ont tendance à rester sur le long terme, c'est les moins de 40 ans, voire même les moins de 30 ans. Pour ceux qui ont un régime alimentaire spécial, effectivement, on avait pensé que c'était ceux qui auraient le plus tendance à se connecter. Et non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus, c'est ceux qui restent pas forcément le plus longtemps. En fait, c'est ceux qui ont plus tendance à déserter l'application. Pour la plateforme, on peut voir qu'effectivement, ceux qui utilisent Android ont aussi tendance à l'utiliser plus longtemps. Et pour le genre, là aussi, les femmes ont tendance à utiliser l'application pour un plus long terme. J'ai présenté sous forme graphique, mais il y a eu les régressions avec les tableaux qui ne sont pas aussi visuels pour, pour le voir. Pour la fréquence d'utilisation, en fait, on ne peut voir que l'âge qui est significativement, statistiquement significatif. Et on peut voir qu'effectivement, bon, je me suis trompée, c'est pas la rétention, c'est la fréquence d'utilisation. Donc là, effectivement, toujours encore une fois, si le groupe d'âge le plus représenté, c'est les 41-50 ans. En revanche, c'est les plus jeunes et même les moins de 30 ans qui ont tendance à l'utiliser. Et on peut voir effectivement qu'entre 18 et 30 ans, c'est ceux qui ont tendance à vraiment donner une chance à l'application et à rester le plus longtemps. On a fait des clusters aussi pour voir les différents types de comportements. Donc, il y a 3 clusters. Le premier, c'est le cluster 1. Donc, on peut voir que c'est des personnes avec l'âge moyen, donc 36 ans en général, sachant que il y a quand même une bonne représentation au-dessus. Donc, on peut dire que même c'est les 32-36 ans, avec au moins 2-3 personnes dans le foyer et principalement utilisant Android. Donc, c'est eux qui ont une rétention la plus élevée, mais pas forcément un taux de connexion le plus élevé. Le groupe 2, c'est ceux qui ont un taux de rétention très faible, qui ne se connectent presque jamais, et c'est les âges moyens les plus élevés, qui ont des personnes de 1 ou 2 personnes dans le foyer et qui utilisent le plus Apple. Et pour le troisième groupe de segmentation, donc là, c'est ceux qui ont une rétention assez élevée et un taux de connexion vraiment très élevé. Et c'est ce qu'on voit, les plus jeunes, c'est ceux qui sont les plus nombreux dans les foyers. Et pour la plateforme, c'est pas forcément significatif. C'est entre Android et entre Apple. Il n'y a pas forcément de différence. Oui, alors, bon, en fait, comment dire, donc, déjà, c'est très intéressant parce que ça veut dire que
finalement, ce qu'on imaginait, alors j'ai bien mon micro qui est en haut, c'est bon. Ce qu'on imaginait n'était pas du tout, c'était pas du tout la réalité. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression qu'on était utilisé par des gens qui étaient plutôt au-dessus de 36 qu'en dessous. Et en fait, cette différence de représentation nous a fait nous poser des questions. Et la première question qu'on s'est posée, c'est peut-être, alors en tout cas c'est une hypothèse qu'on avait faite avec Aurélia, peut-être que c'est plus compliqué pour les gens un petit peu plus âgés à utiliser. C'était la première chose. Et en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, nos utilisateurs, on leur donnait pas beaucoup la parole. Et on avait une idée assez peu précise de pourquoi ils venaient, pourquoi ils restaient, ou pourquoi ils restaient pas, ou pourquoi ils partaient. Et donc la première action qu'on a faite dès le mois de décembre, en fait, c'était une action assez simple, c'est qu'on a rajouté une petite bulle sur tous les écrans, en fait, qui permet aux utilisateurs de nous contacter, de nous envoyer un petit mail, en fait, tout simplement. Et puis derrière aussi, on avait eu un petit doute sur les recettes. Et donc, on a mis à un moment donné une bulle, enfin pas une bulle, là, la possibilité aux utilisateurs de nous solliciter si jamais une recette leur semblait bizarre ou si jamais un ingrédient leur manquait ou s'ils ne trouvaient pas, etc. Alors, et puis derrière, évidemment, pour pouvoir le traiter, on a connecté toute cette bulle, ce mail à, un système de ticketing pour pouvoir, parce qu'on est toute petite structure, aujourd'hui, on est 7 dans la société et je suis le seul technique, en fait, sur les 7. Et en fait, on va dire que déjà, ça, c'était la première action qu'on a faite et ça a été un hit, un succès, comme on dit. C'est-à-dire que dès qu'on a mis en route, on a appris sur nos utilisateurs, mais de façon dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des convictions et les convictions étaient relativement fausses, en fait, comme souvent. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais imaginé. Alors, on interviewait quelquefois des utilisateurs sur du test produit, mais plutôt dans la tranche qui fonctionnait assez bien, dans les autour de 30 ans, qui prennent l'appareil, qui prennent les téléphones et qui arrivent très vite à se connecter, etc. Là, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient des difficultés. On s'est rendu compte qu'il y avait des recettes qui étaient pas tout à fait compréhensibles. On s'est rendu compte qu'il y a des ingrédients qui manquaient, ou même des ingrédients que les gens avaient du mal à trouver. Alors, par exemple, on a un moteur de recherche d'ingrédients ici. On avait marqué comme exemple des endives, une courgette. Et notre moteur de recherche était un moteur de recherche, c'est une requête SQL, donc on cherchait vraiment à l'identique. Et en fait, quand on tape endive, on trouvait effectivement endive. Et nous, dans nos tests, on trouvait toujours des recettes à base d'endive, par exemple. Eh bien, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'utilisateurs plus âgés tapaient des endives. Et donc, ne trouvaient pas de recette, parce qu'évidemment, l'ingrédient des endives n'existait pas. Donc, du coup, ça nous a, obligé à modifier notre algorithme de recherche. Aujourd'hui, on doit aller un peu plus loin puisqu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Alors malheureusement, on n'est pas à Google, donc on peut pas. Et puis j'ai pas dit, mais toutes les recettes sont générées dans l'application en fait. Il n'y a pas d'accès réseau quand on fait des recherches. Et donc il faudrait embarquer un moteur de recherche en langage naturel. Par exemple, on a endive qui revient régulièrement. Les gens écrivent endive avec un A. Alors l'équipe au début trouvait ça un peu stupide de la part de nos utilisateurs, mais les utilisateurs c'est ce qu'ils tapent en fait. Donc il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on soit capable de corriger en fait et de pouvoir donner des réponses avec des fautes d'orthographe ou autres. Donc ça a été la première action donc dès décembre et franchement c'est vraiment un hit puisque vous voyez déjà depuis décembre on a eu plus de 284 tickets. Et aujourd'hui, on est rendu à 300, 350 avec le petit passage sur France 2 ce midi. La deuxième action, on s'est dit que il fallait qu'on aille plus loin en fait. Il fallait qu'on comprenne. C'est bien les 17% qui restent au-delà de 6 mois, mais ce qu'on veut, c'est éviter le gros drop en fait au début. Et donc, on a mis alors on utilisait jusqu'à présent des analytics assez classiques,
hein, c'est-à-dire qu'on utilisait principalement Google Analytics, la plateforme que tout le monde doit à peu près connaître ici, mais où au final, c'est pas franchement très très bien, comment dire, c'est bien pour un site web pour voir aller d'un écran à l'autre, mais c'est pas forcément très euh, très utile pour une application mobile. Donc on a fait un peu le tour de ce qui se passait sur le marché, et puis en échangeant aussi avec des collègues dans le mobile, on a fait un test, on teste une application qui s'appelle Amplitude, et je crois que ça marche pour le web, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Et là, du coup, on a une idée. Alors déjà, on peut retrouver nos utilisateurs pour savoir ce qu'ils ont fait quand ils ont un problème, par exemple. On peut retrouver, alors on remonte pas mal d'informations sur Amplitude, donc on peut remonter, comme on voit ici, quels sont leurs régimes alimentaires, comment ils se sont connectés. Là, on voit que c'est une jeune femme, j'en sais rien en fait, de 23 ans, qui est née en 98, qui s'est connectée via Google, qui a mon numéro de base de données, c'est 10670, ce qui est très important pour nous, parce qu'évidemment, les bases de données de recettes, on les met à jour toutes les semaines. Donc, savoir si jamais elle ne trouve pas sa base de, si elle ne trouve pas de recette à partir de son endive parce qu'elle n'a pas de recette parce qu'on les a mis depuis. Mais aussi, on voit après les équipements, etc., etc. Donc, il y a une cinquantaine, soixantaine de points comme ça qu'on mesure. Et puis, on mesure aussi le cheminement. C'est-à-dire que on va voir ici qu'est-ce qu'elle a fait dans l'application. Est-ce qu'elle a sélectionné un ingrédient? Elle a ouvert la saison sur les ingrédients, elle a fait une recette, elle a sélectionné l'ingrédient, elle a ajouté un favori, elle a ouvert le Nutri-Score. Et ça, c'est réel, hein, c'est pas moi qui l'ai fait pour la démo, j'ai pris quelqu'un au hasard, en fait. Alors, évidemment, pour des raisons de RGPD et tout ça, en fait, on ne pousse pas sur la plateforme d'information, personnelle. On a notre ID qui est un ID lié à son compte, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'email, on ne voit pas les emails sur la plateforme, on ne voit pas les noms, les prénoms, on envoie juste les dates de naissance pour nos statistiques. Donc ça a été la deuxième action. En fait, ça, c'est une action où en fait on peut surveiller ce qui se passe, hein. Alors, on a déjà compris beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire qu'on a pour ceux qui connaissent, des tunnels de conversion, donc des funnels ou des funnels en anglais de conversion. On a vu qu'on avait des drops, et on a vu qu'on avait des drops dès le début sur les premières pages d'onboarding, et en fait des drops qui étaient dus à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'application, on a une feature qui est que si jamais on ne sait pas quoi faire comme recette, on secoue le téléphone et on propose une recette. Et bien en fait, il y a des gens qui secouent le téléphone sans faire exprès, je ne sais pas s'ils sont Parkinson ou pas, mais en tout cas, dès le onboarding. Et du coup, ils sont perdus parce qu'on leur propose, ils sont en train de s'enregistrer, ils sont en train de donner le nombre de personnes dans le foyer, ou alors ils sont en train de préciser le régime alimentaire. Et d'un seul coup, en secouant, ils se retrouvent dans une recette, ils ne comprennent plus où ils sont. Donc là, ça nous a permis de voir qu'il y avait ce genre de problème dans l'application. Donc ça, c'est la première chose. Et pour aller plus loin, parce que ça, c'est l'étape d'après qu'on voudrait faire avec Aurélia, la troisième chose, c'est de pouvoir faire des actions, en fait, pour augmenter la fréquence d'utilisation. C'est bien de comprendre où les gens se perdent, c'est bien de comprendre ce qui se passe, mais on voudrait pouvoir faire des actions. Et là, aujourd'hui, on est en train d'évaluer un outil. Alors, on n'est pas encore tout à fait sûr, mais a priori, il y a 2-3 outils. Il y en a un qui a l'air d'être un peu plus avancé que les autres, pour pouvoir faire des actions très spécifiques. Alors, aujourd'hui, on utilise des outils, on envoie des notifications, on envoie des emails, même beaucoup trop. En fait, je pense que je dois envoyer à peu près 400 000 emails par mois. Mais il n'y en a que 15% qui sont ouverts. Ils sont peut-être pas bons. Si jamais l'équipe se trompe et qu'elle envoie un email avec une recette de viande à un végétarien, on se fait tout de suite insulter, etc., etc. On envoie des notifications, pareil, alors un petit peu, on les envoyait à J+1, J+2, J+7 pour leur expliquer comment ça marchait, mais on savait pas on n'avait pas lié avec la partie analytics. Et donc aujourd'hui, avec ce type d'outils, on va pouvoir faire des scénarios et pouvoir
suivre les gens dans différents scénarios et pouvoir éventuellement quitter un scénario. C'est-à-dire que quelqu'un qui a compris comment ça marchait, on ne va pas lui envoyer de notification pour dire attendez, si vous n'avez pas compris que vous pouvez secouer le téléphone, c'est la secouer, etc., etc. Et donc ça, c'est la troisième action. Donc, alors ça peut paraître peu, mais il faut quand même imaginer que on parle de travaux qui ont lieu en novembre, hein, Aurélia, c'est ça? Mhm. Et donc, on est le 27 janvier. Donc, on a quand même réagi assez vite. Et j'ai qu'un regret aujourd'hui à ce niveau-là, c'est qu'on n'ait pas analysé plus vite, en tout cas ensemble avec Aurélia, en tout cas peut-être 6 mois avant ou 1 an avant. Enfin, ça aurait peut-être été trop tôt, mais en tout cas, je pensais connaître assez bien mon métier, mes utilisateurs, et je me suis rendu compte que c'était quand même, j'étais assez loin du. Je vois que ça secoue là, dans les. Et alors, si le son est allumé, normalement, il y a la petite sonnerie de ma sorcière bien-aimée pour ceux qui connaissent. Non, ça n'a pas marché. Ah, ça va marcher? Non, ça marche pas. Bah, je vais me plaindre. Ah. Je vais envoyer un message. La petite bulle va être utilisée. Non, c'est- On va envoyer une petite bulle. Donc voilà, alors vous voyez, c'est pas. En tout cas, en tout cas, comment dire, cette analyse, elle est très concrète. Je veux dire, on n'a pas cherché à faire des choses. Comment dire. Donc déjà, les frigos magiques, c'est très concret, hein, puisque j'ai des utilisateurs qui sont. On est une petite équipe, donc on n'a pas de. On a une collecte de données, mais on n'avait pas d'analyste en interne, donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec Aurélia. On a une petite équipe, on a des gens qui font de community management ou qui font des applications, qui rendent des recettes, etc. Mais on n'a pas de market dans l'équipe. Et surtout, en fait, on n'a pas de budget en fait pour faire de la com, comme certains à la télé, etc. Donc, l'idée de pouvoir mieux connaître nos utilisateurs, de pouvoir agir par petites touches, ça a vraiment été, enfin pour nous, c'est vraiment énorme, c'est vraiment un succès. Je veux dire, cette analyse qu'a fait Aurélia, ça nous a permis de bouger en fait. On a vraiment bougé. Autant on n'a pas bougé beaucoup depuis 1 an, autant là, en 1 mois et demi, 2 mois, on a beaucoup bougé en fait. Je ne sais pas s'il y a un slide après, je pense que c'est la conclusion, les questions. Ouais, c'était ça. Donc si vous avez des questions, après on peut rentrer dans le détail technique parce qu'évidemment après, il y a évidemment il y a de la technique. Alors de la technique pour l'analyse des données, ça sera plutôt Aurélia. Et puis il y a de la technique aussi pour la collecte des données, et juste comme ça, je peux vous répondre. Ouais, bah moi j'aurais peut-être une première question. Merci déjà pour la présentation, super. Puis surtout de voir l'alliance entre le produit et puis l'utilisation des données qu'on peut effectuer derrière, c'est plutôt sympa. Justement par rapport au traitement, parce que Sébastien, tu as évoqué à peu près 1 milliard d'équivalents lignes, bon, même s'il s'agit pas de lignes, j'imagine derrière techniquement, mais voilà, ça donne un ordre de grandeur. Quelle techno a été utilisée justement pour effectuer les analyses de statistiques descriptives sur cette volumétrie? Alors, il y a deux phases. Il y a une phase de consolidation, on va dire. Ça, je vais en parler. Et puis, il y a la techno après d'analyse, ça va être plutôt Aurélia. Alors, aujourd'hui, en fait, sur Frigo Magique, il y a eu plusieurs époques, hein, puisque en 6 ans, c'est un peu, je crois que c'est un petit peu la réalité de tout le monde, hein, je crois, de toute façon. On collecte les données d'une certaine façon au début, et puis après, on trouve qu'on n'a pas assez de données, on les collecte d'une autre façon. Après, on change de fournisseur, etc. Donc, on en a un peu partout et un peu sous plein de formes. Donc, la première données, enfin, la première, toute la partie recette, donc construction des recettes, ingrédients, etc. C'est une base de données, classique, hein, MySQL, donc une base de données relationnelle, dans lequel on a aussi on avait aussi tous les profils, donc comment dire, quel type de téléphone, à quel moment il s'est connecté la dernière fois, etc., etc. Et puis derrière aussi les comptes, l'âge et compagnie. Ça, c'est la partie, je dirais, presque le compte statique. On a utilisé pendant un certain temps, puisque
on a un compte gratuit chez Google Analytics. Donc, Google Analytics nous permettait juste de voir un peu ce qui se passait, mais pas de récupérer les données après. Et donc, on a utilisé. Alors, toute la plateforme elle est hébergée sur Amazon Web Services. Je ne sais pas si tout le monde connaît, AWS, principalement en Irlande. On a un petit peu à Paris maintenant, depuis peu, on commence à rapatrier un certain nombre de données à Paris, mais c'est principalement en Irlande. Et donc, on utilisait un service qui s'appelle Pinpoint, qui globalement nous permet de collecter des données en temps réel de ce qui se passe dans l'application et de les stocker sur du disque. C'est du log, c'est quasiment du log, quoi. Évidemment, ça, c'est pas très temps réel, on va dire, c'est pas facile à traiter. Et donc, en parallèle, depuis à peu près 2 ans et demi, juste avant, heureusement, on a eu une creux juste avant le premier confinement, on a redirigé une partie de ces données sur un serveur Elasticsearch. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais globalement, ça me permet de pousser des documents type JSON sur le serveur et de pouvoir les consulter, etc. Évidemment, là, je veux dire que je suis 3 endroits. Déjà, c'est quand même une grosse panique. Donc, on a travaillé un petit peu depuis 18 mois à faire un data warehouse. Donc là, on a un data warehouse sur une base de données relationnelle où on a fait où moi j'ai fait des lignes de données event et des lignes de données dimension un peu classiques, hein, dimension et puis événement. Et ce qui m'a permis de consolider pas mal de choses. Et c'est à partir de ça que j'ai extrait des données CSV pour Aurélia. Et là, Aurélia, je vais te laisser à suivre. Alors évidemment, moi j'ai extrait comme ça, hein. C'est-à-dire que j'ai envoyé des fichiers avec 20 millions de lignes. Alors là, les données on s'est contraint à travailler uniquement sur la France, hein, pour ce test-là. Et là, je vais donner donc effectivement une donnée, alors je ne sais plus combien de lignes sur les recettes, combien de lignes sur les sessions, mais c'est gigantesque. Et ça a été une des premières difficultés, enfin une des premières surprises, pas difficultés, mais surprises d'Aurélia quand j'ai poussé tout ça. Et là, je te laisse donner la suite. Effectivement, du coup, j'avais 3 tables de données, si j'en ai oublié aucune. Donc, j'avais une table avec les profils, donc considérant nom, les âges, localisation, type de famille, etc. J'avais sur toutes les connexions en fait de sessions et j'avais sur les recettes faites avec le détail, en fait, vraiment les ingrédients, les casseroles, etc. nécessaires pour pouvoir faire les recettes. J'ai mis tout ça sur R. J'analyse tout sur R et je fais le database sur Power BI. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Et pour les sessions, effectivement, en utilisateur, là, comme ça me revient plus. Je crois que j'étais à plus de 40 000. Mais en session, j'étais à 2 millions. C'était une petite surprise parce que sur R, 2 millions, c'est un peu compliqué. Bon, ça dépend de la machine que tu utilises, mais Bon, c'était la première fois que ça m'arrivait en tout cas. d'accord. Donc, pas du tout d'utilisation, en fait, parce que comme les données sont apparemment localisées sur Amazon, il y a aussi les services managés qui permettent de faire l'analyse directement. Donc, il n'y a pas eu la tentation d'aller vers ces services-là. Pas encore parce que je le connais pas, mais là, je suis en train de le faire justement avec Google Cloud. Ouais, d'accord. J'apprends. Ok, merci. Je ne sais pas si on peut faire du R directement sur les plateformes. En Python, il n'y a pas de problème. Sur les plateformes Michel, managées peut-être qu'il le sait. de AWS, Michel, je ne sais pas si. Si, avec depuis déjà pas mal de temps avec du Spark. Enfin, ok. s'il y a du Spark derrière, parce qu'il y a les connecteurs Python et R qui sont à peu près équitablement performants depuis Spark 2, il me semble, ou 2 points quelque chose. Après, ça dépend s'agissant des services plus managés qu'il peut y avoir chez les fournisseurs de cloud. Là, je sais pas trop. Généralement, pour plutôt attaquer ça avec du Python, ça serait sûr, parce que généralement, il y a beaucoup de connecteurs au travers de Panda, qui est la librairie de choix pour manipuler des données tabulaires. Après, ça reste une question. Ouais, mais bon, là, j'imagine que
Ce qui comptait, c'était l'efficacité. Donc, autant aller directement dans son environnement qu'on connaît et qu'on maîtrise. Exactement. Surtout que bon bah Python pour le moment je le maîtrise pas encore complètement. Enfin je le sais faire un peu de scrapping mais c'est tout. Donc Non, mais R, c'est très bien. Moi, je suis fan. Donc, Non, puis de toute façon, on s'est rendu compte d'une chose. De toute façon, on s'est rendu compte d'une chose avec Aurélia, c'est que, en fait, un échantillon, en fait, on arrive à avoir des échantillons quand même assez conséquents. Là, ton échantillon, je crois que c'était 40 000 profils. ouais mais sur 10 000 enfin sur 2020 enfin entre Sur 2000. novembre 2020 et novembre 2021 on avait 10 000 du coup. Ouais. Parce que oui on voulait quand même voir sur la dernière année parce que ça avait quand même modifié etc. les comportements sur la dernière année et voilà. Alors, en fait, l'échantillon, ça c'est important pour nous. Alors, moi, je suis pas du tout spécialiste, mais je me rends compte quand même au fur et à mesure qu'on a une telle quantité d'utilisateurs qu'on arrive à avoir par le flux quelque chose de très représentatif. C'est-à-dire que quand on discute, par exemple, je vais être capable de dire quel est le pourcentage de gens qui ont toujours du chèvre en bûche dans leur frigo. Alors, ça paraît bizarre, mais j'ai échangé avec forcément, on est en contact de l'agroalimentaire, donc j'ai échangé avec des chefs produits ou des chefs oui, c'est ça, chefs produits qui étaient responsables de la bûche, par exemple, chèvre en bûche. Et je lui dis, ah là là, le chèvre en bûche, enfin, moi, mes utilisateurs, j'ai à peu près je me souviens plus exactement, je vais dire une bêtise, mais j'ai 4,5% des utilisateurs qui ont toujours du chèvre en bûche dans leur frigo. Et peut-être que j'ai des biais, peut-être qu'il y a des défauts, peut-être qu'il faut le trouver, peut-être que, enfin, etc. Il m'a dit non, non, c'est ma part de marché en fait. C'est ce que je vise en fait. Donc en fait, on arrive avec la quantité d'utilisateurs à avoir une image assez précise de ce qui se passe. Et aujourd'hui, alors il y a deux choses sur lesquelles ça nous a beaucoup fait réfléchir Aurélien nous a beaucoup fait réfléchir. C'est l'idée que, en fait, on a des profils qui étaient peu complets parce qu'on n'est pas très, comment dire, on ne pousse pas les gens à les compléter de façon systématique. On n'est pas en train de dire, attends, si tu n'as pas donné ton âge, ton régime, je ne peux pas te donner de recette. En fait, jusqu'à à peu près, il y a à peu près 3-4 mois, on pouvait utiliser Frigo Magique sans profil et sans se connecter. Donc, depuis, on a décidé d'être un peu plus, comme on est en train de changer un peu de business model pour pouvoir apporter de la data aux marques de l'agroalimentaire, on est un peu plus dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va imposer de plus en plus. Déjà, on impose de se connecter, c'est la première chose. Donc, on a une idée on a une idée précise du profil, en tout cas au terme de sexe, âge, composition du foyer. Et puis, au fur et à mesure, on va vraiment demander à nos utilisateurs des profils. Mais à la fin, on s'est dit, finalement, quand on arrive à 10 000 profils, ou je ne sais plus où, on était à 10 000 à une époque, 40 000 à d'autres, enfin bref. Je crois que c'était 10 000 sur les derniers mois, hein. C'est de mémoire. Non, sur la dernière année. Sur la dernière année. En fait, aujourd'hui, alors c'est pas des concurrents, mais en tout cas, peut-être un objectif, ça serait d'aller attaquer des Nielsen ou des Kantar. Et de mémoire, je crois, alors je ne sais plus si c'est Kantar ou Nielsen ou c'est un autre, aujourd'hui, ils vendent à l'agroalimentaire un panel de 20 000 personnes. Alors je pense que 20 000, c'est beaucoup trop, en fait. Je pense que leur panel de 20 000 personnes, ils le font pour éviter que la concurrence arrive à 20 000. Et c'est 20 000 personnes qui scannent leurs produits quand ils rentrent des courses en échange d'une rémunération. Et au final, on se rend compte que nous, déjà, sans avoir fait aucun effort, on avait déjà 10 000 profils complets. Donc, ça veut dire que le panel de Kantar, avec un peu de travail, il est quand même très, très accessible, y compris pour une entreprise rennaise avec 7 personnes à bord. Et ça, c'est des choses qui nous intéressent, en fait, aujourd'hui. Vraiment, on a envie d'aller vers ça. C'est-à-dire d'avoir une idée en temps réel de la consommation des utilisateurs et donc par extension pays par pays. Je suis très bavard, hein. Moi pas. Je sais pas expliquer, enfin je sais pas développer très précisément en termes marketing etc. ce que je fais. Est-ce Je qu'il y sais a, pas aussi bien.
D'autres questions dans le groupe parmi les participants? Moi, je voulais savoir, Aurélia, combien de jours de travail voilà, ça t'avait pris de faire cette analyse? Est-ce que Euh, c'était une mission, justement, que c'était une mission avec un but un but précis, quelque chose à livrer, ou est-ce que vous allez continuer à travailler ensemble? Je sais pas, pour faire du récurrent, voilà. Je sais pas, c'est une question ouverte. alors, en jour effectif, parce qu'effectivement, au début, le temps que je prenne les données, etc., et en jour effectif, j'ai compté 3 jours et demi. Et oui, en théorie, on continue de travailler ensemble, pas vrai? T'es d'accord avec moi? Si, en fait, le principal souci, c'est que moi, je suis beaucoup plus lent qu'Aurélia. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de casquettes. Entre ma casquette de CIO de la boîte, entre ma casquette de commercial, entre ma casquette RH, entre ma casquette de développeur et ma casquette, il faut que je sorte de la donnée pour Aurélia. Je suis très en retard. Je lui dois beaucoup de données là. Donc, mais il n'y a pas de raison alors, on se l'est dit déjà, hein, on va travailler ensemble. Et puis, on va continuer à travailler ensemble, je veux dire. Mais aujourd'hui, sur la récurrence, c'est un peu compliqué puisque c'est moi qui suis le frein. Enfin, c'est moi qui suis le principal. C'est moi qui donne le rythme et mon rythme, il n'est pas très bon. D'accord. Moi, j'aime autant que Après, je suis t'attends et que tu très me donnes des orienté. bonnes données, hein. Ça me Ouais. va. Après, je suis très orienté. Alors, en fait, il y a quand même une chose, c'est que je me suis dit que en utilisant des outils, c'est pour ça que j'ai migré. Autant avant, alors ça, c'est un choix. Alors ça, c'est peut-être un rêve. Hein. On va voir comment, si Aurélia, tu pourras accéder directement. Mais l'idée d'utiliser des outils comme Amplitude, c'est d'oublier toute la partie, comment dire, gestion des données, c'est-à-dire de savoir et puis de consolidation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais parti plus à développer des choses, à faire des conciliations moi-même. La nuit, j'ai des scripts qui récupèrent à droite, à gauche les profils, qui réinjectent dans le data warehouse, etc., etc. Et en fait, en utilisant des outils du commerce, entre guillemets, hein, comme Amplitude, normalement, je dois pouvoir pousser des résultats directement sur la plateforme AWS, en tout cas pousser les logs, et j'espère à terme, enfin, en tout cas, je ne saurais pas parler Aurélien, mais à terme qu'Aurélia pourra se servir directement dans ces données-là pour pouvoir travailler sur les segmentations et plus tard sur les actions à faire. Parce que évidemment, l'intérêt, c'est de commencer à trouver des groupes et à savoir les traiter différemment, etc., etc. Je vais utiliser Automatiser, quoi. Vraiment, c'est ça. Vas-y, Olivier. Ouais, non, moi, c'est juste quand vous avez dit que vous avez donné la parole aux utilisateurs, ils sont beaucoup. Comment on fait pour répondre à tout le monde? Alors, bon, déjà, tout le monde ne parle pas. Ouais, mais bon, sur 2 millions, il y en a bien quelques milliers quand même qui doivent. Mais non, en fait, ok. quelques, on va dire. Alors, donc déjà, on a automatisé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une boîte mail dans laquelle on reçoit. Alors, je dis c'est plus une boîte mail parce que c'était une boîte mail avant qu'on donne la parole. Ça, c'est la première étape. Et derrière, on utilise un outil qui s'appelle Freshdesk, qui est un outil de ticketing en fait. Donc en fait, tous les mails qui arrivent, comment dire, sur l'adresse hello@frigomagique.com rentrent directement dans ce système de ticketing. Déjà, ça veut dire que toute l'équipe peut répondre. Donc déjà, on est 7 à pouvoir répondre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bon, c'est assez pénible les quelques premiers jours, en fait. Mais en réalité, les gens posent tout le temps les mêmes questions. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cet outil. C'est-à-dire que déjà, on a commencé par faire des réponses prédéfinies. Donc, l'outil voit qui a envoyé, récupère le prénom automatiquement. Nous, j'aurais presque pu vous montrer. Hein. Nous, on a écrit donc 7-8 mails en français et on a traduit 7-8 mails en anglais sur. Alors, évidemment, il y a la question où c'est nouveau. À ce moment-là, on demande plus d'enseignements, ou alors il manque un ingrédient, ou alors la recette, elle a une coquille, ou alors je veux désactiver mon compte, ou alors ceci, c'est là. Et donc, on a les cas. Et on est même en train de travailler à ce que les réponses partent automatiquement. C'est-à-dire que si on détecte
comment dire, alors, on n'est pas rendu là parce on veut quand même maîtriser la chose, en tout cas au début, mais normalement, il est capable de détecter quel type de mail a été envoyé Avec des avec des mots-clés, mots-clés. D'accord. Et il va être capable de récupérer le prénom et en fait, on tutoie la personne et on la répond. Et en fait, les gens vont très vite croire que c'est comment dire, un humain qui répond, quoi. D'accord. Là, par exemple, ce midi, j'ai eu forcément une cinquantaine de contacts en 15 minutes après le journal télévisé, là. Et bah, franchement, ça m'a pris 5 minutes pour y répondre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est 2 clics, 2 clics, 2 clics, 2 clics, et puis Wow. ouais. Merci. Si je peux me permettre, excuse-moi, hein, faut vraiment que je te le dise parce que j'ai travaillé pendant 1 an sur Freshdesk. Je peux te le dire Ouais. que les gens, déjà, ils voient des templates, ils se demandent déjà si tu automatises. Si vraiment tu automatises, à mon avis, ils vont pas bien le prendre. Je te promets, j'ai eu ce problème-là. Et ils vont pas aimer du tout. Il vaut mieux y passer 2 clics, effectivement, voire déléguer. Tu sais, il y a plein d'entreprises qui s'occupent de ça et qui font du 70 messages à l'heure. Et que, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas automatisé. Pour l'instant, on a des réponses types, mais on a des réponses Ouais. types qui ont été écrites par nous, en fait. Donc, Ouais, non, je comprends. Je le faisais aussi. J'avais tout mon truc de. J'avais à peu près 70 messages type pour répondre. Mais enfin, pour automatiser, je pense que les gens, ils perdent un peu de confiance en l'entreprise quand c'est automatisé parce que malheureusement, le problème avec les mots-clés, ça fait quand même beaucoup d'erreurs, quoi. bon, bah, écoute, on fera attention alors. C'est juste un conseil. C'est ton expérience annexe. Ouais, personnel. Alors après, nous, on est dans une appli. Donc, en fait, aujourd'hui, comment dire, aujourd'hui, c'est un envoi d'email quasiment presque libre. Enfin, presque libre. C'est-à-dire que, en fait, on a déjà des templates. Donc, quand la personne appuie sur le bouton en fonction de où elle est, on va déjà avoir un mail qui va être déjà, on met Hello la Magic Team. Alors, ça paraît très bizarre, mais il y a beaucoup de grincheux, hein. Enfin, le problème du grand public, c'est que les gens qui s'expriment, c'est les extrêmes. C'est-à-dire que pour certains, on est les plus beaux du monde, ils nous envoient des cœurs, ils nous mettent 5 étoiles, etc. Et puis, il y en a qui vont mettre 1 étoile parce qu'il n'y a pas de foie d'agneau, par exemple. C'est arrivé, comment dire, à Québec, alors ce qui est assez compliqué. Et donc, du coup, la première étape, c'était de pouvoir de mettre dans l'application de façon à ce qu'ils n'aillent pas s'exprimer en dehors de l'application. C'était moi le foie d'agneau. On répond quand même gentiment, hein. Mais comment dire. Et puis bon, après, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, aujourd'hui, c'est du mail. Mais nous, après, on peut cacher ça derrière. C'est-à-dire qu'on peut mettre une forme, commencer à bien être précis. Et à terme, on imagine même un chat. Alors, c'est vrai que le chat, pour avoir des collègues dans le mobile qui ont mis ça en place dans leurs applications, c'est encore pire parce que là, le chat, les gens s'attendent à une réponse instantanée. Donc, quand on met un robot derrière, enfin, un chatbot derrière, il faut être quand même assez costaud et en tout cas pour prévoir tous les coûts et pour pouvoir limiter en fait la friction. Bon, j'appelle ça la friction, hein. C'est le problème du nombre. C'est-à-dire que je vais avoir donc aujourd'hui, je vais avoir peut-être 15 ou 20 000 personnes qui sont sur l'appli. Si jamais il y a un truc qui marche pas, si j'ai les 15 000 qui m'envoient un message, je suis mort, c'est sûr. Donc il faut absolument, on est sans arrêt en train de travailler à ce qu'il n'y ait pas de friction, pas de friction, pas de friction. Mais il y a le chat, et il faudrait que le chat, c'est quelque chose qui a l'air. Il faut quand même des équipes derrière pour pouvoir répondre, et ça, c'est un autre problème. Il faut des moyens, quoi. Alors, je vous propose, vu là, est-ce qu'il y a encore une dernière question avant de faire une version un peu plus informelle des discussions? Oui, Didier, ici, je voudrais poser une question à Aurélia, qui nous a parlé donc de son travail d'analyse en utilisant R et Power BI. Compte tenu du nombre de données à traiter, ça prend combien de temps? C'est juste un clic ou c'est une nuit? Bah, en fait, vu que on a décidé de traiter en cas complet, ce qui a clairement aidé, en fait.
parce qu'en cas complet, du coup, il n'y avait pas tant que ça de données. Et justement, c'est ce qu'on disait, il y a 40 000 données qui étaient que en cas complet, donc tout de suite, ça aide. Mais effectivement, c'est pas une nuit, mais pour trier les 20 millions et les associer aux différents profils, aux 2 millions, pardon, de sessions et les associer aux différents profils, ça m'a pris un peu de temps, pas une nuit, mais ça m'a pris un peu de temps, oui. Après, ça m'a pris, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas à ce Ok, point. merci.